va parler d'accessibilité et de comment est-ce qu'on pourrait documenter l'accessibilité quand on est designer ou en phase de design. Alors, le constat est triste, soyons honnêtes. Aujourd'hui encore, en fait, de nombreux sites ont été conçus ou même carrément développés en ne prenant pas ou très peu les besoins d'accessibilité en compte dès le début. Pour pas mal de designers et designeuses, l'accessibilité, c'est un travail de développeur. On a des entreprises qui mettent en ligne des sites, des produits, des services qui sont complètement inaccessibles. Tout le monde se dit, l'accessibilité, c'est un truc qu'on réglera plus tard, voire carrément, ouais bon, tant que personne ne se plaint, il n'y a pas besoin. Je l'ai entendu, franchement, ça crève le cœur d'entendre ça dans un meeting. Sauf qu'en général, fixer les problèmes d'accessibilité, une fois que le site est en ligne, c'est trop tard. Ça coûte très très cher, en fait, de faire des corrections. Et c'est souvent plus compliqué de faire des corrections sur quelque chose qui a été déjà mis en ligne, qui a déjà été développé, que de le faire correctement au départ. Un peu comme sur cette photo de mes lunettes cassées il y a 3 ans en plein Covid. On peut essayer de les réparer avec du rembord adhésif, c'est sympa, mais ça ne va pas trop bien marcher. Ma question est donc la suivante. Pourquoi est-ce qu'on essaie de régler plus tard des problèmes, des soucis d'accessibilité, alors qu'on pourrait les éviter dès le début ? Et je pense qu'il faut penser l'accessibilité tout au long du projet et surtout en amont dans le projet. Et pour y parvenir, selon moi, les équipes de design ont un rôle à jouer dans le sens où on peut déjà commencer à penser et documenter l'accessibilité dès la phase de design. Donc, on va commencer par comment et où documenter l'accessibilité. Comme c'est ma conf, je vais vous donner des exemples de mon projet. L'idée, c'est un peu de vous inspirer. Le but ensuite, c'est bien sûr d'adapter en fonction de vos projets et de vos équipes. Donc, de mon côté, je documente énormément en fait, en utilisant des annotations en contexte directement sur les maquettes. Pour vous expliquer un peu la structure de mon projet, donc, on a 2 fichiers sketch. On a un premier fichier sketch qui est notre documentation de composants qu'on va utiliser comme librairie. Et du coup, là-dedans, on a tous les composants, donc les petits bouts, là, les petites briques de Lego, qu'on va documenter de manière très précise. Ensuite, ça, c'est utilisé comme librairie sketch dans un deuxième fichier où, par contre, ici, on va voir les pages. Donc, on va prendre les petits Lego, on va les mettre dans nos pages, et donc on aura aussi parfois, souvent, une documentation au niveau des pages. Et donc, ces 2 fichiers sketch, en fait, quand on crée des tickets Jira pour les équipes de développement, on va faire un lien vers là-bas, comme ça, les équipes de développement ont la documentation et peuvent aussi inspecter quand il y a besoin pour les couleurs, les tailles, les spacings, les paddings, ce genre de choses. Alors, de mon côté, dans mon fichier sketch, en fait, j'ai créé une librairie de symboles pour m'aider, pour aller un petit peu plus vite. Donc, c'est ce que vous voyez à droite de votre écran, à gauche du mien, ça va être très fun. J'ai des flèches, j'ai des petites pastilles, des petites annotations. L'intérêt, c'est que du coup, quand je vais documenter, je peux juste prendre ça, le drag and drop par-dessus et l'utiliser. Je les utilise en fait sur ce que vous voyez à droite. Donc à droite, c'est un exemple de mon fichier de composants. C'est un filtre de recherche un peu compliqué avec différentes étapes. Et donc dessus, on a toutes mes petites flèches, on a aussi pas mal de texte. Mais donc je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, avec les équipes de développement, ça fonctionne beaucoup mieux de documenter ça de manière step by step, étape par étape. C'est quelque chose de visuel. Et c'est surtout quelque chose qui est beaucoup plus simple à digérer que des tickets Jira verbeux écrits comme Le Seigneur des Anneaux, où on va décrire absolument tout le composant. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, c'était très compliqué. Du coup, clairement, je peux comprendre que mes développeurs n'ont aucune envie de lire ce genre de trucs. Ensuite, la deuxième type d'annotation qu'on a, c'est au niveau des pages. Donc ici, en haut, j'ai un exemple de la page de base. Alors, il n'y a pas des vrais blocs gris, j'ai anonymisé mon projet. Vous imaginez que c'est des vrais trucs, là. Et en dessous, en fait, je duplique la page avec les différentes annotations pour aider un petit peu, pareil, si on a des besoins spécifiques, ce genre de choses. Mon conseil, quand on documente, c'est faire attention que les composants de documentation soient dans une couleur, un format, quelque chose qui ne soit pas du tout dans votre charte. Là, ils sont roses, un peu fuchsia, bien flashy. J'ai pas du tout cette couleur dans ma charte. L'idée, c'est d'éviter que les développeurs implémentent parfois des choses. Alors, vous rigolez, mais on l'a déjà vu sur des projets avec des checkbox ou des champs de... Mais non, c'est pas la charte, ça, c'est la documentation. Du coup, on rigole, mais on l'a vu sur des projets. En faisant des recherches, je suis tombée sur la documentation de Karen Hawkins, qui m'a gentiment autorisé de l'utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, la présentation, tout ça, vous avez les liens vers tout sur mon blog à la fin, vous inquiétez pas. Donc ici, ce qu'elle utilise en fait, c'est à gauche, au fond,
Vous avez la maquette. Par-dessus, il y a des zones avec des petits numéros. Et ensuite, à droite, dans la marge, elle a une documentation. Donc en noir, c'est la documentation d'interaction. Et en rouge, préfixé AR. Comme ça, les personnes qui sont daltoniennes voient aussi, grosso modo, la différence entre les deux. Elle a spécifiquement la documentation d'accessibilité. Donc je vous ai montré un peu 2 exemples. L'idée, c'est encore une fois de vous inspirer, mais surtout, au final, le but, c'est de voir vous, de votre côté, voyez avec vos équipes, en fait, quelle est la meilleure documentation, quel est le meilleur format. Est-ce que ça va être ce que j'ai fait là? Est-ce que ça va être décrit dans Ticket Jira, dans Confluence? J'ai vu des gens qui fournissent des PDF et qui documentent plein de trucs dans des PDF, des fichiers Word. J'ai vu de la documentation dans des fichiers Excel. On peut imaginer aussi des commentaires Figma, par exemple. Donc c'est ça. À la fin de la journée, en fait, c'est un outil de communication qu'on va devoir adapter à ses équipes. Et donc, c'est un outil, encore une fois, j'insiste, de communication. Ce n'est pas une substitution à la communication. Ce qui veut dire que ça reste quand même si vous avez une documentation très, très poussée, très important, en fait, de présenter les maquettes directement. Donc, dans mon équipe, on a des réunions hebdomadaires le jeudi après-midi à 15h, donc en ce moment même, où je suis censée présenter mes maquettes à mes équipes de développement. Donc, c'est le genre de réunion où l'équipe de développement va me présenter ce qu'ils ont fait, c'est les démos de code. Et moi, de mon côté, je présente les maquettes, la documentation, on discute des spécificités, on discute aussi de est-ce que c'est techniquement faisable ou pas. Je crois que j'ai le micro qui... Ok, donc j'ai partagé comment et où documenter. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner des exemples très, très, très concrets de ce que les équipes de design peuvent documenter en termes d'accessibilité. Pour rendre ça un petit peu plus digeste, j'ai découpé la conférence en 4 parties. On va parler d'aspects visuels, d'interaction, de signalisation, comme dans le code de la route, et de contenu et balisage sémantique. Donc, si je vous dis accessibilité, aspect visuel, en général, la première chose à laquelle on va penser, c'est les couleurs. Donc, effectivement, une chose que les designers peuvent documenter, c'est la palette de couleurs. Moi, ce que j'aime bien faire avec les palettes de couleurs, c'est créer cette matrice. Donc, encore une fois, c'est un outil en ligne, c'est pas moi qui vais le faire à la main, mais je vais rentrer mes couleurs de ma charte. Donc, en abscisse et en ordonnée, vous avez exactement les mêmes couleurs. Ce qui est intéressant, est-ce qu'on va réussir à faire? Oui, c'est l'intersection des deux. Alors l'intersection ici des deux, ça veut dire grosso modo, ce jaune-là, je ne peux pas l'utiliser sur un fond blanc et je ne peux pas utiliser du texte blanc sur fond jaune. Par contre, si je vais un petit peu plus à droite, j'ai des niveaux de contraste plus élevés et donc je peux commencer à me dire, ok, le jaune là, je peux l'utiliser par exemple avec, j'arrive pas à lire la couleur, mais avec une couleur un petit peu plus sombre. Donc ça demande un peu un effort mental et d'expliquer la matrice et tout ça. Mais une fois qu'on l'a, en fait, ça permet aux équipes de design de voir assez vite quelles sont les 2 couleurs qu'on peut utiliser ensemble en ayant un ratio de contraste suffisant. Donc c'est quelque chose qu'on peut parfaitement mettre dans un design system et à disposition de l'équipe de design. Ah, c'est le cheveu. Pardon. Désolée. Donc, au niveau du design system, du coup, j'ai tendance à documenter de manière spécifique aussi l'utilisation de certaines couleurs. Par exemple, on a des statuts, succès, warning, information et erreur, je crois, de mémoire. Donc, pour chacun de ces statuts, en fait, j'ai 4 couleurs. Alors, les noms, ils viennent de Material UI. J'ai 4 variantes. J'ai Dark, Main, Light et j'ai Contrast Text, qui paradoxalement est ma couleur super claire. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai repris les noms de mes équipes de développement. Comme ça, c'est plus simple pour eux. Mais en fait, ce que je documente ici, ce qui est important, c'est de dire, OK, par exemple, si j'ai une couleur de fond qui est success.dark, je peux utiliser du texte en contrast text par-dessus, et vice-versa. Donc là, je dis grosso modo pour les prochains designers, si vous allez utiliser des statuts, vous pouvez mettre ces 2 couleurs ensemble, ça ne posera pas de souci. Une chose importante quand même, c'est que tous les designers, toutes les designeuses ne sont pas forcément au courant de ces concepts. Donc des notions de contraste, de ratio de contraste, des notions de qu'est-ce que c'est un niveau AA en accessibilité, qu'est-ce que c'est un niveau AAA par exemple, ce genre de choses. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir ça documenté quelque part. Le site de Gary, Wake Up for Designer, je le trouve plutôt bien expliqué. Par contre, c'est en anglais. Mais ça explique en fait de manière assez simple les différentes choses que les équipes de design doivent connaître en termes d'accessibilité. La seconde catégorie, c'est les interactions. Donc à un moment donné, comment est-ce que quelqu'un va interagir avec mes composants? Les composants interactifs auxquels on pense assez souvent, c'est typiquement les boutons, les liens.
Donc la première chose que je fais, c'est ce qu'on a à gauche ici de l'écran, c'est que j'essaie de documenter quels sont mes différents états. Pour un bouton, j'ai un état défaut, j'ai un état au survol, j'ai un état au focus, j'ai un état actif et j'ai un état inactif du bouton. Le focus, c'est très très important pour l'accessibilité. C'est l'état qui permet aux gens qui vont naviguer au clavier de savoir sur quel bouton il ou elle se trouve. Pour les cases à cocher, ici à droite, j'ai aussi d'autres états. Donc j'ai défaut, focus, j'ai désactivé cocher. Et j'ai des états qui n'existent pas en HTML, mais qu'on a dû ajouter pour nos design systems parce qu'on en a besoin dans des tableaux qui sont des états indéterminés et indéterminés désactivés. Pareil pour les boutons radio, sauf qu'on n'a pas d'état indéterminé. Donc tout ça, c'est documenté au niveau des composants. Et donc pareil pour les champs de formulaire, j'ai les grands classiques, encore une fois, défaut, focus, rempli, read only. Mais pour les champs de formulaire, je peux aussi avoir des messages en plus, je peux avoir des statuts en fait. Je peux avoir une erreur, je peux avoir un succès, je peux avoir un warning, je peux avoir une information. Donc pour ça, en fait, c'est ce que j'ai documenté à gauche. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas utiliser que la couleur comme vecteur de transmission de l'information. Donc là, j'ai la couleur, donc j'ai ma bordure, j'ai aussi du texte et j'ai aussi la petite icône devant qui change en fonction du type de statut. À droite sur mon écran, j'ai un exemple de la documentation du composant utilisé. Donc à gauche, il y a juste marqué message. À droite, quand j'utilise ce composant dans une page, en fait, je vais être beaucoup plus spécifique. Je vais dire quel est le message d'erreur et surtout, je vais dire qu'est-ce qui déclenche l'erreur. À quel moment, en fait, ça passe en message d'erreur. Donc ici, sur l'exemple, on a une année, et donc le message d'erreur, c'est si le format ne ressemble pas à une année avec des chiffres. Pour les composants complexes, je vous avais dit qu'on allait revenir à ce truc-là, je fais un truc qui s'appelle, on appelle ça interaction flow chez nous, donc parcours d'interaction. Donc ça, c'est le même composant, en fait, qui a été décomposé à différents états. Donc le composant, c'est un filtre de statut, normalement. Et donc, du coup, je vais avoir l'état, qu'est-ce qui se passe quand la personne ouvre le filtre, le premier. Qu'est-ce qui se passe quand elle survole un élément. Qu'est-ce qui se passe quand elle coche une case. Qu'est-ce qui se passe quand elle appuie sur un bouton. Donc, c'est là où toutes mes petites annotations deviennent intéressantes, parce que ça permet vraiment de découper les différents états d'interaction. Et en termes d'accessibilité, en plus de mes états d'interaction à la souris, j'ai les mêmes états au clavier. Par exemple, comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir le composant au clavier. Donc là, c'est la touche Space ou la touche Enter. Comment est-ce qu'on le ferme? La touche échappe. Comment est-ce que la personne va naviguer entre les différentes cases à cocher? Touche haut, touche bas. Comment est-ce qu'on coche une case, etc. etc. Si vous avez des composants qui ont des raccourcis clavier, les miens n'en ont pas, mais ça peut être aussi un endroit où ça peut se documenter. Ensuite, une autre pratique, une bonne pratique d'accessibilité, mais aussi d'ergonomie, c'est que si vous avez des gestes complexes, donc ça c'est pour du touch, l'idée c'est d'avoir une ou plusieurs alternatives. Le swipe, c'en est un exemple. Le swipe, c'est un geste complexe. Donc ça, c'est un exemple sur Gmail. Si je devais documenter à quoi ressemblerait une alternative au geste complexe du swipe, je documenterais mon geste complexe. Et ensuite, je proposerais deux alternatives. La première, ça serait un long press. Donc si on reste appuyé longtemps, il y a la petite barre qui affiche en haut. Et là, du coup, la personne peut appuyer sur l'icône pour archiver. La deuxième chose, c'est qu'elle peut ouvrir directement le mail. Et dans ce cas-là, elle a l'icône pour archiver. Donc l'idée, ce n'est pas forcément que ce soit faisable de la même façon, il faut juste que l'action soit faisable d'une autre façon avec un geste qui ne soit pas complexe. Et donc ça, il faut le prévoir et du coup, on va le documenter. En parlant de mobile, entre autres, une autre recommandation d'accessibilité, c'est de laisser les utilisatrices zoomer sur la page et d'augmenter le contenu de 200% sans que ça nuise à la lisibilité. Donc si on zoome à 200%, il ne faut pas que ça explose, qu'on ait des boutons qui soient plus lisibles, des bouts de texte qui manquent, ce genre de choses. Donc ça peut être documenté. Moi, je vais être très honnête, c'est quelque chose qu'on ne documente pas trop forcément parce qu'on fait du responsive. Donc on part du principe qu'en théorie, quand c'est bien fait, en tout cas chez nous, le responsive, on peut zoomer assez facilement. Par contre, on va explicitement demander aux équipes de développement de, une, ne pas bloquer le zoom, et de deux, de tester à 200% pour être sûr que ça fonctionne. Par contre, si vous faites du natif mobile, je pense que ça peut être quelque chose qu'on pourrait documenter parce que c'est un petit peu plus complexe. Donc ici, j'ai un exemple emprunté à Goulven Baron de la Maïf, où il a la FAQ à 100% à gauche, avec les 4 boutons qui sont dans une grille de 2. Et du coup, à 200%, en fait, comme il n'y a pas assez de place pour les boutons passent en plein écran. Donc, un autre truc qu'on peut documenter en termes d'interaction, c'est les animations, mais c'est un peu difficile à documenter. Il y a aussi des exigences côté accessibilité. Il faut savoir que certaines animations ou transitions CSS, elles vont déclencher de la gêne chez les gens,
voire carrément de la nausée. On peut les encapsuler dans un truc CSS qui s'appelle Prefers Reduced Motion, pour proposer des alternatives. Donc, petit exemple sur mon site où j'ai les 3 trucs autour de ma tête qui bougent par défaut. Et quand vous scrollez vers le bas, vous avez la plante qui apparaît en... Le problème là, c'est qu'on a un mouvement vers le bas plus un mouvement vers le haut, ce qui peut déclencher la nausée chez certaines personnes. Donc ce que j'ai fait, c'est que si la personne choisit de réduire l'animation, j'ai complètement enlevé l'animation autour de ma tête. Et ensuite, j'ai un effet fade-in, qui est en théorie moins problématique en termes de nausée et de problèmes de motion sickness. La blague, c'est comment est-ce qu'on documente ça? C'est un peu compliqué. On peut décrire visuellement ou, dans des storyboards, on peut les prototyper. On pourrait prototyper des animations avec Figma, Axure ou avec After Effects. Pour moi, le plus simple, c'est de communiquer directement avec ces équipes de développement. C'est quelque chose qu'on va affiner dans le navigateur. On va faire des tests, on va affiner les timings, ce genre de choses. Et donc, c'est clairement quelque chose où, à mon avis, il faut une très, très grosse collaboration. Ensuite, le dernier niveau de documentation, pour moi, il se passe au niveau de la page. On peut aussi documenter les interactions entre différentes pages. Donc pour ça, j'ai 2 livrables. J'ai des user flow, ou schéma de parcours utilisateur. Donc c'est ce qu'on a à gauche, c'est quelque chose que je livre aussi à mes équipes de développement, où je vais lister les pages, les embranchements. Et l'idée, c'est de faire comprendre comment est-ce que quelqu'un va accomplir une tâche en passant dans différentes pages, vues et différents branchings. À droite, c'est la même chose, c'est un screen flow. La différence, c'est que ça, c'est fait à la fin du projet en général, une fois qu'on a validé les maquettes. Donc le user flow, c'est au début, c'est quand on planifie ces pages. Le screen flow, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de garder les boîtes, on les a remplacées par les vrais écrans de l'application mobile. Donc ça aussi, c'est intéressant pour l'accessibilité quand vous avez besoin de planifier plusieurs choses. Déjà, les transitions entre les pages, ce que je vous expliquais, tout ce qui bouge, ce genre de choses. Si vous avez une single page application où vous avez des transitions dans tous les sens, bah, vous pouvez voir assez vite entre quelles pages vous avez des transitions. Les alertes de messages, si vous faites quelque chose sur une page, il y a une alerte en haut et il faut la garder sur une autre page, bah, c'est quelque chose où il va falloir savoir exactement quel est l'enchaînement de pages. Ensuite, on va parler de signalisation, comme dans le code de la route. Donc c'est tout ce qui aide la personne à naviguer sur le site. Je vais boire. Ok, on va commencer par le titre HTML de la page. J'insiste sur le mot HTML, donc c'est la balise title pour ceux qui font du SEO. Donc le titre HTML de la page, de base, il est visible dans le navigateur. C'est ce que vous avez dans l'onglet. En général, il est tronqué parce qu'on a je ne sais plus combien de caractères. La chose qu'il faut savoir, c'est que ce titre, c'est la première chose qui est lue par quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran. Donc si la personne arrive sur la page et que vous avez un titre HTML complètement pourri qui ne reflète pas le contenu de la page, ben, c'est un peu compliqué. Pour documenter ça, pas forcément facile, on pourrait le documenter dans des maquettes. Nous, on a un projet complexe de web app où on n'a pas vraiment des vrais titres de page, mais on a plus une espèce de structure de titres de page. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un ticket Jira où on documente tous nos titres de page avec les structures et comment c'est censé s'imbriquer entre guillemets. Une autre chose qu'on peut designer et qu'on peut documenter, c'est ce qu'on appelle des liens d'évitement. Donc, des liens d'évitement, c'est un lien qui est souvent invisible par défaut, mais pas toujours. Il devient visible quand la personne commence à naviguer au clavier. Et surtout, il est annoncé par un lecteur d'écran. Donc, l'intérêt de ce lien-là, c'est que quelqu'un avec un lecteur d'écran ou quelqu'un qui navigue au clavier, si la personne connaît déjà bien votre site comme la navigation, elle n'a pas envie forcément de se taper toute la navigation avec les drop-downs, que ce soit au clavier ou au lecteur d'écran. Donc un lien d'évitement, ça permet d'envoyer la personne à un endroit spécifique de la page, en général vers votre contenu principal. Donc c'est ce qu'on a ici, grosso modo, sur mon faux site de recettes de cuisine. Mon lien d'évitement, en fait, il va envoyer la personne tout en haut, au niveau du titre de ma recette. Donc, côté design, ce qu'on peut documenter, où se trouve le lien. Donc ici, il apparaît par-dessus le logo, grosso modo, quand on a le focus. À quoi est-ce qu'il ressemble quand il a le focus et où est-ce qu'il va envoyer la personne. Puis ensuite, on peut faire, j'aime bien cette démo, c'est un Inception. Donc, il faut savoir qu'en fait, il y a un truc qui existe en HTML qui s'appelle les ARIA Landmarks. C'est, en simplifiant grossièrement, une façon de nommer certaines zones de votre page en HTML. De base, en fait, le lien d'évitement, il va envoyer la personne sur cette zone-là. Il va envoyer sur la zone main. Il y a plein d'autres zones que vous allez pouvoir définir avec ARIA. Alors ça,
l'intérêt, c'est encore une fois, quelqu'un qui va naviguer avec un lecteur d'écran va pouvoir accéder à ces landmarks. Donc moi, visuellement, là, je vois la structure de la page. Quelqu'un qui a un déficit visuel, qui ne voit pas la page, avec les landmarks, en fait, ça va lui permettre d'avoir grosso modo une première idée, une image mentale de quelle est la structure de la page. Donc j'aime bien cet exemple parce que c'est le site de documentation du W3C des Arial Landmarks qui montre lui-même ses propres Arial Landmarks. Donc ça fait un peu Inception. Donc c'est pas très compliqué en fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose où les designers sont pas forcément à l'aise. Donc pour ça, je dirais, voyez si vous pouvez en discuter avec des expertes accessibilité pour documenter ce genre de choses. On rentre dans la page. Une fois qu'on est à l'intérieur de la page, avoir des bons niveaux de titres, HTML, donc H1, H2, H3, etc., c'est aussi très très important parce que ça va permettre de naviguer correctement. Donc là, je peux faire deux choses, moi, côté design. À gauche, ici, c'est un fichier Figma où j'ai nommé directement mes titres. Donc j'ai des center, des left, donc j'ai mes titres H1, H2, etc. L'intérêt de les nommer comme ça directement, c'est que si un autre designer, designeuse récupère le fichier, ensuite, la personne peut réutiliser mes styles avec les bons styles correspondants. Je peux aussi les documenter sur la maquette avec mes annotations. Je suis une grande fan d'annotations. Donc, ma recette de cuisine, le titre est un H1, ingrédients H2, préparation steps, étape de préparation H2 aussi. Ensuite, chacune des étapes est un H3, etc. au fur et à mesure qu'on descend. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux documenter moi. Si je bosse avec des SEO, avec des copywriters, ce genre de personnes qui sont plutôt familières avec le contenu, ça peut aussi être des choses qu'on discute ensemble ensuite pour les documenter ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes vont naviguer sur votre site sans souris, avec un clavier ou d'autres dispositifs de pointage. Dans ce cas-là, l'ordre de navigation au clavier devient très important. Ça devrait, en théorie, suivre l'ordre naturel de la page. Donc, c'est quelque chose ici qui est montré sur... donc ça, c'est une documentation de Microsoft qui ont créé un kit d'annotation. Et donc ici, ils ont la maquette en arrière-plan et ils ont documenté avec des chiffres et des annotations l'ordre de navigation dans cette page très, très, très compliquée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien... Non, c'est un peu pas trop découpé, mais ça va. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, la personne va commencer en haut, faire toute la barre là. Ensuite, la deuxième zone ici. Ensuite, elle va rentrer dans la navigation. Et on pourrait se dire, OK, du coup, ensuite, elle va à droite. En fait, non. Avant d'aller dans la zone de droite, Microsoft a décidé que le numéro 14, c'est celui-là. On lui donne l'opportunité de retourner en arrière. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Ça a sans doute beaucoup de sens pour la documentation de ce truc SharePoint. Bref. Ensuite, on rentre dans les outils en haut et ensuite dans l'espèce de tableau ici. Donc, on s'entend sur une page très classique de blog, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de documenter ça. Par contre, si comme moi, vous commencez à bosser avec des interfaces métiers où vous avez une navigation en haut, puis une toolbar, puis un machin, puis vous avez encore différents éléments cliquables en haut de votre tableau, par exemple, je crois que j'arrive à peu près à ce niveau de complexité-là, c'est quelque chose où ça commence à devenir intéressant à le documenter pour que derrière, les équipes de développement l'implémentent correctement. Un exemple d'un vrai projet. En ce moment, on travaille sur des modales. Donc ça, c'est plus un exemple au niveau du composant. Donc là, j'ai une modale dans laquelle j'ai plein de checkbox. Et donc là encore, l'idée, c'est d'expliquer aux équipes de développement ce qui est attendu en termes d'ordre de navigation au clavier. Donc on commence dans cette zone-là. On fait toutes les checkbox dans l'ordre de gauche à droite, de haut en bas. On passe dans les deux boutons du bas. Et ensuite, on a le truc fermé. Donc ça, c'est un exemple documenté dans Sketch à la main. Si vous utilisez Figma, le truc vraiment cool, c'est que l'équipe de Microsoft a créé un plugin qui s'appelle Accessibility Focus. Donc, c'est ce que vous avez à droite, gauche, à votre gauche, à ma droite. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre les numéros à la main parce que si vous avez oublié un des numéros au milieu, il faut tout décaler. Donc ici, l'idée, c'est que vous pouvez ensuite les réordonner. Donc, ça permet de gagner quand même pas mal de temps de l'automatiser. Passons à la documentation du contenu et balisage sémantique. Donc on va parler un peu de code HTML, tout petit peu, promis. Alors, si les maquettes contiennent des images ou des icônes porteuses de sens, j'insiste sur le mot porteuse de sens, les équipes de design, en fait, on peut aussi documenter qu'est-ce que la technologie d'assistance va devoir annoncer. Donc là encore, c'est des choses qu'on peut documenter avec les équipes de content, les équipes SEO. Ici, dans mon exemple, encore une fois, de recette de cuisine, donc en haut, je
je vais arrêter de faire gauche-droite, je ne sais plus. Ici, vous avez une grosse image de ma pizza. Du coup, j'ai documenté avec le numéro 1 le fait que cette image-là a besoin d'un attribut alt, et puis j'ai documenté mon attribut alt. La subtilité ici, c'est que j'ai des petites icônes là. Donc j'ai 3 icônes, j'ai 3 boutons. J'ai un bouton sauver, j'ai un bouton partager, et j'ai un bouton noter la recette. Ces 3 boutons, en fait, ils ont un texte et ils ont une icône. Donc ce qui se passe, c'est que comme j'ai un texte à côté de mon icône, en fait, mon lecteur d'écran n'a pas besoin d'annoncer quelque chose. Sinon, en fait, ça va annoncer 2 fois. Ça annoncerait sauver pour l'icône, puis sauver. Donc ça serait même carrément pénible pour une personne avec un lecteur d'écran. Du coup, dans ce cas-là, vu que j'ai un label explicite à côté de mon bouton, en fait, je n'ai pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Donc ici, en fait, je ne sais pas trop comment mes équipes de développement vont l'implémenter, donc je n'ai pas spécifié comment ça va être implémenté. Si on travaille directement avec les équipes de développement, on peut en discuter. Est-ce que ça va être un alt? Est-ce que ça va être un rôle présentation? Ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je pars du principe que je code moi-même mon site de recettes de cuisine. Dans la vraie vie, il y a de fortes chances que votre site de recettes de cuisine il soit derrière un WYSIWYG ou un système de gestion de contenu. Dans ce cas-là, à un moment donné, il va falloir que la personne qui gère le contenu ait un endroit en fait, pour rentrer l'attribut alt. Donc ici, c'est un exemple de mon WordPress. Et donc dans WordPress, vous avez quelqu'un qui a préparé ça déjà, donc vous avez juste à rentrer l'alternative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous avez des éditeurs de contenu qui vont ajouter des choses, en fait, il faut prévoir côté base de données, il faut prévoir côté UI un moyen de les ajouter, il faut les prévoir, de les avoir dans la base de données. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si jamais ça vous intéresse, en fait, il y a tout un pan de l'accessibilité qui est spécialisé sur les éditeurs de contenu qui s'appelle ATAG, Authoring Tool Accessibility Guidelines. Donc là encore, c'est tout bien documenté en ligne et vous aurez les liens après. J'ai un autre exemple où cette fois, je n'ai pas de label explicite. Comme je n'ai pas de label explicite pour mes icônes, en fait, je vais devoir les annoncer. Donc ici, en fait, j'ai encore mes petites pastilles là, et je documente grosso modo que mon icône de gauche, elle devrait dire quelque chose comme view graph, voir le diagramme, et celle de droite, en fait, c'est un moyen de switcher entre la vue graphique et la vue tableau. Donc du coup, la deuxième, elle devrait dire quelque chose comme view table, voir tableau. Quelque chose qu'on peut documenter, mais là, je vais encore une fois vous dire qu'il faut faire très attention à ça, c'est l'ordre annoncé du contenu. Donc l'ordre annoncé, c'est un lecteur d'écran en fait, va annoncer le contenu de votre page dans un certain ordre. La plupart du temps, vous voulez que ce soit le même ordre que l'ordre visuel. Donc faites très attention avec ça. En général, on a tendance à éviter de changer l'ordre annoncé versus l'ordre visuel. Ici, j'ai volontairement créé un cas très spécifique qui est une carte. Donc c'est un design en carte. J'ai une mise en page verticale. En haut, j'ai une icône, j'ai une photo. Par-dessus, j'ai un bouton Save. Et ensuite, j'ai mes catégories, le titre et le résumé de ma recette de cuisine. D'un point de vue accessibilité, pour l'image, je ne veux rien annoncer. Parce que je pars du principe que cette carte va être avec plein d'autres cartes où il y aura plein d'autres recettes qui seront sur la même thématique et que ça risque d'être un peu pénible si le lecteur d'écran annonce tout ça. On peut en débattre. On en a débattu avec des potes. Est-ce que dans ces cas-là, il faut annoncer quelque chose ou pas? Ça dépend. C'est un peu le truc un peu compliqué des fois avec des attributs alt. C'est toujours il n'y a pas de science exacte là-dessus. Ce qui est important ici, par contre, c'est que le titre de ma recette de cuisine, en fait, je veux qu'il soit annoncé en premier. Visuellement, j'ai choisi une autre police, je l'ai fait plus gros. Donc visuellement, là, j'ai une hiérarchie de contenu qui fait que la première chose que vous voyez, c'est l'image, et ensuite, c'est le titre. Donc du coup, pour moi, cette hiérarchie visuelle devrait être aussi retranscrite au lecteur d'écran. Donc le titre devrait être lu en premier. Et le bouton Save, même s'il est tout en haut, ici, il est en position absolue par-dessus ma carte, grosso modo, dans le HTML, en fait, il faudrait qu'il soit annoncé à la fin. Donc dans l'ordre annoncé de mon HTML, je veux le titre en premier, les catégories en deuxième, le résumé en troisième, et ensuite en quatrième, le bouton Save. Donc là encore, attention, c'est une grosse exception. 90% des cas, vous voulez le même ordre HTML et l'ordre visuel. Parfois, mes équipes de développement ont besoin de deviner quel est l'élément cliquable d'un composant. Donc ici, j'ai une tuile dans laquelle j'ai plein de petites, ce qu'on appelle ça chez nous des entity items, qui sont composés d'une icône, d'un texte, d'un identifiant en dessous et d'une petite flèche.
Donc la première question que les équipes de développement m'ont demandé, c'est ouais, mais du coup, le lien, je le mets sur quoi? Est-ce que je le mets sur le titre? Est-ce que je le mets sur la flèche? La réponse, c'est le lien, on le met sur tout l'élément. Donc si jamais vous avez des liens complexes qui sont composés de plusieurs éléments, ça peut être aussi assez intéressant de les documenter. Comme ça, vos équipes de développement savent exactement où se trouve le lien. Là, je l'ai mis sur la maquette. On pourrait imaginer qu'on le mette aussi dans le ticket Jira. Parfois, les utilisatrices et utilisateurs de lecteurs d'écran ont besoin d'informations supplémentaires. Donc là encore, c'est un cas plutôt rare. Mais dans cet exemple, en fait, j'ai une navigation où j'ai des documents et des tâches. Et donc par-dessus, quand j'ai des nouveaux documents ou j'ai des nouvelles tâches, j'ai une petite pastille avec un numéro. Le problème, c'est que si je le laisse comme ça, le lecteur d'écran, il va juste dire docs 1. Et s'il n'y a pas de document, il va juste dire docs. Point. Et donc, on perd cette information visuelle de s'il n'y a pas de pastille, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau document. Donc, on pourrait faire quelque chose, si on voulait améliorer ça pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran. On pourrait faire en sorte que le lecteur d'écran sur la pastille, il dise quelque chose comme aucun nouveau document, s'il n'y en a pas, 5 nouveaux documents, pas de nouvelles tâches, 5 nouvelles tâches. Donc, l'idée, c'est vraiment de retranscrire visuellement en fait, l'information que j'ai aux personnes qui ont un lecteur d'écran. Donc on peut aller un peu plus loin avec l'aide des équipes de développement ou d'expertise accessibilité. On peut commencer à grappiller et à documenter quelque chose au niveau code. Par exemple, quel est le bon élément sémantique HTML? Est-ce qu'on veut un bouton versus un lien? Les aria-roles, les aria-states, les aria-properties, il y a plein de trucs qu'on pourrait documenter. Moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, donc c'est des trucs que je vais documenter uniquement en collaboration directe avec les gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi sur toute la partie aria. Et donc pour les formulaires, par contre, il y a des trucs un peu sympas qu'on peut documenter. Le truc que les développeurs adorent que je documente, c'est quand je dis alors en fait, on va utiliser pour les drop-down l'option HTML, vous embêtez pas à créer des custom drop-down. Je peux documenter le type de champ, par exemple ici, c'est de dire j'ai besoin d'un date picker. Je crois que Gaël Poupard a une conférence demain là-dessus sur vous avez besoin d'un date picker, pourquoi vous embêtez avec du JavaScript alors que vous faites un input type égale date? Et donc c'est typiquement le genre de truc qu'on va faire. Pareil ici, j'ai une search, donc je vais dire c'est un input type égale search pour avoir la petite croix pour pouvoir retirer le champ. Donc là c'est pareil, moi je peux le faire parce que je suis plutôt à l'aise côté HTML5. Derrière, les équipes de design auront peut-être besoin de l'aide d'équipes de développement ou d'accessibilité. Et du coup, il y a la conf de Geoffrey Dorn sur les formulaires accessibles demain. D'ailleurs. OK. La dernière chose qu'on peut documenter, mais côté design, c'est un peu compliqué, c'est vous allez avoir besoin d'avoir d'alternatives textuelles pour les médias. Si je fais un podcast, je devrais avoir un transcript. Si on a des vidéos, il faut des sous-titres. La Vélotipie, je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là-bas. Et des deux côtés. OK. Ce genre de choses. Ça, clairement, vous n'allez pas le mettre dans une maquette. Donc souvent, c'est des choses où on va avoir des liens annexes quelque part vers des fichiers SRT, des documents HTML, vers des fichiers Word, ce genre de trucs. OK, donc je vous ai parlé beaucoup de qu'est-ce que les designers peuvent documenter. L'idée, c'est que ça reste quand même un travail d'équipe et qu'on va peut-être pas forcément se marcher sur les plates-bandes, mais il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir être complémentaires. Du coup, qui est-ce qui peut participer à cette documentation et à quel moment dans un projet est-ce qu'on va documenter? J'ai deux réponses. C'est un travail d'équipe et ça dépend, parce que je suis designer et que je réponds tout le temps, ça dépend aux questions. Alors, c'est un travail d'équipe. Plein de gens peuvent documenter différents aspects de l'accessibilité, à mon avis, sur un projet. L'équipe de gestion de projet, pour moi, déjà, elle devrait définir dès le cahier des charges que le site doit être accessible, quel est le niveau vers lequel on va, AA, AAA. Si vous pouvez déjà l'inscrire dans le cahier des charges, c'est déjà un truc où ça vous évitera de l'oublier en fin de projet. Qu'est-ce qu'on cible? Si vous travaillez en agile, on peut mettre des critères d'accessibilité dans la definition of done, par exemple, ce genre de choses. Donc déjà, côté en amont gestion de projet, on peut déjà commencer à pousser un peu l'accessibilité. Les équipes de design, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, ce qu'on peut documenter, grosso modo. Côté technique, côté code, c'est vrai que dans les design systems, vos équipes de développement pourraient aussi documenter pas mal de choses, les aria states, les bons types, ce genre de trucs. Les experts SEO, les UX writers, c'est des gens qui vont pouvoir aider sur toute la partie qu'est-ce qu'on met dans l'attribut alt ou par exemple les intitulés de liens. Un lien cliqué ici, c'est horrible pour l'accessibilité et c'est tout aussi nul pour l'ergonomie et le SEO.
Du coup, pourquoi pas team up, se mettre en équipe et essayer de trouver des intitulés bien un petit peu mieux. Donc même si c'est mon boulot en tant que designer souvent de faire les boutons, les call to action, si j'ai des gens qualifiés là-dessus, côté UX Writing et SEO, ça peut être intéressant de collaborer. Et puis mes équipes de QA, donc assurance, qualité et de test, déjà ils vont me tester mes composants. Donc on va s'assurer que ils testent les composants au clavier, ce genre de choses. Et puis ils vont pouvoir écrire les tests d'accessibilité pour les pages. Ok. Donc le ça dépend pour moi, c'est commencer par ceux avec quoi vos équipes sont familières, à l'aise. Formez-les ensuite et aidez-les à monter en compétences pour le reste. Pour créer cette conférence, en fait, j'ai essayé d'organiser, moi, de mon côté, ce que moi, je me sens capable de documenter. Donc, j'ai fait cette matrice. En haut à gauche, vous avez ce que moi, en tant que designer, je me sens capable de documenter. En haut ici, vous avez ce pourquoi je vais avoir besoin de l'aide d'experts accessibilité ou d'équipes de développement. Ce pourquoi je voudrais ou aurais besoin de l'aide de SEO, équipe de contenu. Alors ensuite, il y a des trucs à cheval de ouais, je peux peut-être le documenter en lisant quelques articles, mais je préférerais quand même avoir de l'aide. Donc ça, c'est ma matrice à moi. Je pense que ça peut être intéressant de faire la même chose dans vos équipes, de dire ok, chacun, en fait, à quel moment, sur quoi tu te sens à l'aise. Et clairement, vous n'aurez jamais la même matrice. Beaucoup de facteurs vont pouvoir jouer, mais c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ensuite, derrière, on peut se dire ok, qu'est-ce qu'on peut déjà faire là? Sur quoi est-ce qu'il faut qu'on monte en compétence? Est-ce qu'on a besoin d'aide? Ce genre de choses. Donc c'est quelque chose de très personnel, mais qu'on peut faire par équipe. Quand est-ce qu'on documente? Je ne vais pas documenter les wireframes alors que ce n'est pas validé, soyons honnêtes, ce serait une grosse perte de temps. Donc en général, je documente les composants et les pages une fois qu'on les a testés avec nos utilisatrices et nos utilisateurs et qu'on a discuté de la faisabilité technique avec mes équipes de développement. Ça ne sert à rien de faire un interaction flow avec plein d'étapes si derrière, à la fin, mon développeur il me fait « Ouais, mais non, ça, on ne peut pas faire, en fait. » Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire un petit schéma quelque part, en discuter et documenter la maquette validée finale. Ok, dernière partie. Quels sont les bénéfices d'une telle documentation? A.k.a. comment est-ce que je vais convaincre mon équipe de faire ça? Grosso modo. Déjà, il y a des bénéfices pour moi en tant que designeuse et pour les équipes de design. La première chose, c'est que mine de rien, pour documenter tout ça, il faut se renseigner. Il faut lire des articles, il faut regarder des conférences, il faut se former. Donc c'est vrai que ça nous force, entre guillemets, à en apprendre plus sur l'accessibilité, sachant que l'accessibilité, c'est quelque chose qui change tout le temps. On est à WCAG 2.1 officiellement, le 2.2 est en train d'être préparé, donc il y a plein de choses qui changent tout le temps. Donc ça me force aussi en fait, à me mettre à jour. D'ailleurs, quand je vais rentrer avec 2.1, je vais pouvoir m'amuser à refaire certains des contrastes qui ne passent plus en 2.1. Voilà. Si mon développeur m'écoute, c'est ce qu'il attend dans les prochaines semaines. Ok. Ça m'oblige aussi, moi, en tant que designer, à réfléchir aux différentes interactions au-delà des pixels statiques. C'est vrai que nos outils de design, aujourd'hui, si vous pensez à Figma, Sketch, même si on a du prototypage, on reste quand même sur des pixels statiques qu'on pose sur un écran. Et donc, la documentation, pour moi, c'est un exercice mental intéressant parce que ça m'oblige à prendre du recul par rapport à ces pixels statiques et me dire, OK, c'est bien sympa ça, mais comment est-ce que quelqu'un va interagir avec une souris? Comment est-ce que quelqu'un va interagir au clavier? Qu'est-ce qui va se passer avec une interaction au touch? Est-ce que le composant fonctionnera encore dans tous ces cas-là? Et parfois, en fait, je suis tellement plongée dans mes détails de pixels que je ne me rends pas forcément compte que quelque chose que j'avais en tête au début, où j'avais juste le premier état, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc, dans ces cas-là, en fait, essayer de documenter ça déjà en me disant, OK, quelles sont les différentes étapes, ça me force à repenser les composants quand j'en ai besoin. C'est un bon outil aussi d'onboarding pour les nouvelles personnes qui arrivent dans vos équipes. Surtout si elles connaissent rien à l'accessibilité, vous avez plein de documentation, vous avez plein d'exemples de bonnes pratiques. Donc c'est clairement aussi une bonne façon de mettre un pied à l'étrier à des personnes qui n'y connaissent rien. C'est aussi une bonne occasion pour ces personnes-là, en retour, de poser des questions, de dire « Ok, mais pourquoi là, cette couleur, on ne peut pas l'utiliser » ou « Pourquoi la drop-down, là, on utilise les flèches haut-bas pour naviguer ?» ce genre de choses. Les bénéfices en termes de collaboration entre les équipes de design et de développement. La première chose, c'est que la documentation du design fait gagner du temps et éviter des erreurs d'interprétation. J'insiste encore une fois, la documentation du design permet de gagner du temps. J'en ai marre qu'on me dise « Oui, mais ça prend trop de temps de documenter tout ça ».
Oui, sauf qu'en fait, mes boutons, si je ne documente pas les états, bah, il va quand même falloir les développer à un moment donné. Donc il y a quand même quelqu'un d'autre qui va devoir prendre cette décision. Donc de grappiller du temps sur la documentation design en disant ouais, bah, laisse les équipes de développement le faire, bah, au final, ça fait quoi? Ça fait juste bouger le design, le budget, temps, argent, de l'équipe de design à l'équipe de développement. Et bah, souvent, si c'est l'équipe de développement, à mon avis, c'est beaucoup plus rapide pour des designers qui ont l'habitude de documenter ce genre de choses, de décider, plutôt que pour les équipes de développement. Donc le gain de temps, en fait, il est réel. Et puis surtout, parfois, mes équipes de développement, il va se passer 6 mois entre le moment où on a discuté d'un composant pendant nos réunions et le moment où la story arrive sur leur bureau. Et donc avoir ce genre de documentation, c'est vrai que ça permet d'éviter les malentendus, ça permet de dire « Ah oui, c'est vrai, en fait, on avait décidé ça comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça ». Donc ça permet en fait de poser quelque chose qui sera peut-être développé dans quelques mois. Et puis ça permet d'assurer la cohérence avec nos pages futures, quelque chose qu'on aime beaucoup dans les design systems. Si j'ai des interactions et l'accessibilité qui est documentée d'une certaine façon pour un composant, bah, il faudrait que les composants à peu près pareils fonctionnent plus ou moins de la même façon. Et souvent, en fait, c'est mes équipes de développement qui vont gentiment me faire remarquer, de dire attends, mais Steph, ce truc-là, là, il fonctionne vachement, enfin, c'est le même composant plus ou moins que ça. Est-ce que ça ne devrait pas fonctionner de la même façon? Si. Voilà. Bon, bah, je vais refaire mon design. Hein. Mais enfin, je charrie un peu, mais c'est vrai que ça permet aussi, entre nous, en fait, vérifier ce genre de choses. Et donc, en termes de bénéfices pour le projet dans sa globalité, bah, ce genre de choses, ça permet de lancer une conversation sur l'accessibilité au sein de son projet, d'une entreprise avec un client, et du coup d'encourager un peu les équipes à creuser davantage sur le sujet. Tout ça, en fait, au final, le but ultime, c'est s'assurer que l'accessibilité, c'est plus un truc dont on s'occupera plus tard, avec des gros guillemets, mais quelque chose qui fasse partie intégrante du projet à chaque étape. Donc en conclusion, j'ai partagé plein d'exemples de ce qu'on peut documenter. Mon but, c'était vraiment de vous donner une palette très très large des possibilités. Je vais être honnête, sur un vrai projet, on n'a pas forcément toujours le temps de documenter tout ça. Donc mon conseil, si votre temps est limité, c'est choisissez vos batailles. Documentez vraiment ce qui pourra poser le plus de problèmes, ce qui pourra poser le plus de malentendus, ou ce qui est un peu le niveau zéro. Par exemple, les couleurs, c'est quelque chose qui est assez facile à documenter. L'important, au final, c'est le travail d'équipe. Donc, même si vous n'avez pas tout documenté, si derrière vous arrivez à avoir des discussions avec les équipes de développement rapidement sur comment c'est censé fonctionner et de le noter quelque part, ça peut aussi fonctionner. Donc, l'idée, c'est que l'accessibilité, c'est un travail d'équipe et le but, c'est de le faire avancer ensemble, en fait, pour l'intégrer dès le début du projet. Et oui, c'est un très gros travail, mais ça en vaut la peine. Merci de votre attention. Donc, j'ai encore des ressources, si jamais. Il y a une version textuelle de tout ça qui est déjà en ligne avec absolument tous les liens, plein de documentation. J'ai préparé un aide-mémoire aussi de tout ce qu'il y a dans la conférence si vous voulez faire des checkbox. Avec en plus, j'ai mis à disposition mes fichiers Sketch et Figma maintenant. Il y a d'autres trucs, d'autres templates Figma toutes prêtes si vous voulez utiliser pour faire des annotations. Et ensuite, il y a 3 tentes de ressources, de liens, tout ça. Dedans, voilà. Quelqu'un qui a dit que je faisais plein de liens au début. Ok, j'ai fini. Attends, je vais remettre ça si les gens veulent récupérer le lien. Merci beaucoup Stéphanie. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour quelques questions. Ah, j'ai des goodies aussi pour ceux qui veulent des stickers accessibles. J'ai oublié. Je vois rien. Ah. Bonjour, merci pour cette conférence. Moi, j'ai une question, c'est que j'étais développeur pendant 10 ans, DevFront. Là, je suis passé product designer et l'accessibilité est un sujet chez nous, mais on ne l'a toujours pas mis en place. Tout ce qui va être Arial Landmark, hors de tabulation, tout ça, si personne n'a la connaissance, qui doit la mener en fait? Si personne n'a la connaissance, c'est un peu compliqué. Après, ça va être un peu comme partout. Si personne n'a la connaissance, ça va être la première personne qui a envie de se documenter sur le sujet. Du coup, après, le truc, c'est que les Arial Landmarks, c'est quelque chose d'assez technique. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux former les développeurs.
Pareil sur les ARIA Roles et les ARIA Property. Pour moi, c'est clairement quelque chose que les équipes front-end en fait, sur lesquelles en fait, elles devraient se documenter. Donc toute la partie ARIA, à mon avis, c'est plus du front-end que du design. Après, très sincèrement, il y a énormément de ressources en ligne. Le site du W3C est génial là-dessus. Donc c'est un peu technique, mais c'est comme quand on apprend un nouveau framework, quand on apprend le HTML, le CSS, quand on décide d'apprendre, je sais pas, React, Vue. C'est un peu la même chose, c'est de se dire, en fait, il y a plein de ressources en ligne. Donc même si les gens ne sont pas forcément formés au départ, avec toutes les ressources en ligne qui existent, surtout que dans le domaine de l'accessibilité, il y en a beaucoup, je pense que c'est quelque chose où effectivement les équipes front-end peuvent se former. Ok, merci. D'autres questions ? Bonjour, et également merci pour la conférence. Moi, je fais partie, dans le monde des ESN, je fais partie du client, et donc plutôt côté gestion de projet. Et pour l'instant, on voit bien que parmi les prestataires, c'est pas vraiment une question prioritaire. Comment est-ce qu'on peut, sans faire tout le boulot, parce qu'on fait également le boulot de design, qu'on ne devrait pas faire, comment est-ce qu'on fait pour documenter ça et que ce soit pris en compte sans avoir à tout faire? Je suis pas sûre d'avoir compris. Du coup, tu es genre Moi, je suis dans la développeur fonction publique. chez un client. Non, du tout. Je suis chef de projet dans la fonction publique. C'est ça. Donc, du coup, tu es Ouais. client, tu veux Ouais. savoir comment pousser l'accessibilité. Ouais. Pour moi, c'est des choses sur des cahiers des charges, des appels d'offres, c'est ce genre de choses. Ouais. C'est en fait, au final, par exemple, quand on fait un appel d'offres, je ne sais pas comment ça se passe au Luxembourg, mais il y a une pondération. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Luxembourg, il y a des critères, il y a une pondération. Et de dire, à un moment donné, si je cherche des prestataires pour faire un site et que je veux que le site soit accessible, il faut clairement que dans l'appel d'offres, ce soit écrit dès le départ. Nous, par exemple, on a répondu à des appels d'offres où il y avait marqué qu'il faut que le site soit accessible AA. C'est une obligation légale au Luxembourg sur des sites publics. Donc pour moi, côté gestion de projet, en tout cas, dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'il faut pousser et c'est clairement quelque chose qui n'est pas forcément facile. L'autre difficulté, c'est que, je suis désolée, mais l'accessibilité, ça commence à être un peu tendance, entre guillemets. Donc il y a des prestataires qui vont dire « oui, c'est bon, on sait faire ». C'est ça, oui. Donc c'est ça. Donc pour moi, faut peut-être commencer à regarder aussi de ce côté-là. Est-ce que d'autres clients ont bossé avec des prestataires, ça s'est bien passé? S'il y a des prestataires, ne pas hésiter à leur demander leurs références. De dire, OK, c'est bien sympa, vous dites, vous avez fait un site accessible, OK, c'est quoi la liste? Leur demander quel est leur processus, leur dire, d'accord, mais donc vous dites, vous faites un site accessible, comment est-ce que vous le testez? Si vous un tester non. Donc c'est ça, mais ouais, ça demande de faire beaucoup de choses côté client pour s'assurer que le prestataire qu'on va choisir ensuite est capable. Et c'est clairement, c'est un sujet qui va devenir plutôt pointu parce qu'en 2025, il y a une loi qui, il y a Geoffrey qui fait oui devant parce qu'il bosse dans une boîte où ils sont en train d'en pleurer. En 2025, il y a une loi qui va passer en Europe où on ne va plus pouvoir vendre des produits et des services qui ne sont pas accessibles. Et pas que dans le domaine public. Donc aujourd'hui en France, par exemple, l'accessibilité, il y a des obligations légales plutôt sur des sites gouvernementaux et tout ça. En 2025, alors c'est un projet de loi européen qui va être ensuite transposé dans les projets de loi de chaque pays. Et donc du coup, ça va arriver dans le secteur commercial aussi. Donc si vous avez un site e-commerce, si vous êtes une banque, une assurance, tous ces trucs-là, que votre site n'est pas accessible, l'Europe va pouvoir commencer à vous taper sur les doigts. Et donc il y a des gens qui se disent « Ok, mais en fait, va falloir qu'on trouve des équipes de développement capables de faire un truc accessible d'ici 2025. » Et ouais, ça fait peur à pas mal de monde parce que c'est des sujets qui sont un peu compliqués parce que c'est des choses dont on ne parle pas forcément dans les écoles d'ingénierie, par exemple. Enfin, je ne sais pas qui a fait une école d'ingé ici ou même juste une formation. Est-ce qu'on vous a parlé d'accessibilité? Non, voilà, c'est ça. Donc clairement, pour moi, le problème est double. Le côté, aujourd'hui, c'est compliqué de le pousser. Et ensuite, les gens ne sont pas formés. Et c'est des choses qu'il va falloir résoudre à un moment donné parce que sinon, en 2025, on va être bloqué avec plein de sites qui vont vouloir devenir accessibles et pas de compétences techniques ou en design. Ok, super, merci. Et je pense que ce sera tout. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup.